Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous et bienvenue dans Parcours. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une jeune femme qui a fait une grande partie de sa carrière dans la fonction publique au service des citoyens et qui aujourd'hui a rejoint le groupe Aéroports de Paris comme chef du département crise et sécurité. Elle a choisi ses postes en fonction des moments forts qu'elle pouvait y vivre. On y parlera sans aucun doute de missions exaltantes et parfois peut-être périlleuses et du challenge de la réception de milliers de voyageurs pour les Jeux Olympiques. Céline Platel, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Alors mes questions baptême de l'émission, où êtes-vous né et où est-ce que vous avez passé votre enfance ? Je suis née en région parisienne, à Orsay précisément, mais j'ai très vite déménagé dans le sud de la France dans le cadre d'une mutation de ma mère. D'accord. Et donc dans le Var précisément, à partir de l'âge de 15 ans. D'accord. Jusqu'à mes études supérieures où ensuite j'ai migré. On va y venir. Votre maman était... pourquoi elle était... Elle était fonctionnaire et du coup dans le cadre d'une mutation professionnelle, nous sommes partis au soleil, nous avons eu cette chance. Ce qui n'est pas désagréable. Quel était votre rêve de gosse ? J'en avais plein, alors tout dépend des âges, hein. Ouais. On peut commencer par danseuse étoile quand on est toute petite, et puis très rapidement j'avais envie de m'investir pour la chose publique, donc la justice, le droit ont très vite été des centres d'intérêt pour moi. D'accord, donc vous passez un bac littéraire, oui. On est en 98, on est champion du monde, et puis justement une licence en droit à l'université de Toulon-la-Garde. Pourquoi avoir ensuite choisi de faire un master police-sécurité intérieure à Nice ? Alors pour reprendre, donc, je commence par une maîtrise en droit public à Toulon, et puis je pars à Nice faire un master police et sécurité intérieure. D'accord. Donc le champ est un peu plus large que la police, et la sécurité dans son acception large, pardon. Pourquoi ? Au départ, par curiosité intellectuelle. Parce que j'avais envie de passer des concours, parce que je savais que je voulais embrasser un parcours au sein de l'État. D'accord. Mais pas plus. Donc je commence au départ à tâtons par ces premières années. Et puis très vite, je pars en Master 2 et puis un institut d'études judiciaires où je me spécialise en droit pénal et en droit public. D'accord. Et c'est à ce moment-là que vous dites, tiens, je vais passer le concours de commissaire de police ? Entre autres, je passe plusieurs concours. Dans celui-ci, je passe aussi le concours de l'Institut régional d'administration, les IRA appelés communément. Et je pars un an en formation à Bastia. Dur. Oui, alors en termes de cadre, le cadre est très sympathique, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est véritablement l'année que j'ai passée en termes d'aventure humaine et d'identité culturelle. Et puis, parce qu'en Corse, très clairement, vous avez une richesse qui est inouïe. Et quand vous arrivez pour la première fois, vous en prenez plein la vue, y compris d'un point de vue beauté du territoire. Et à l'issue de cette année de formation, j'ai un classement qui me permet de retourner dans le Var, mon département d'origine, si je puis dire, et j'intègre le cabinet du préfet du Var. Alors, et c'est là où je fais mes premières... plus vite que la musique. Ah d'accord, j'essaie de résumer. Justement, là, on est en septembre 2006, vous quittez l'île de Beauté, vous revenez effectivement là où était une partie de vos racines, dans le Var, comme au cabinet du préfet, adjointe au chef du service interministériel de défense et de protection civile. Vos premières missions, donc, il y en a nombreuses, mais c'est entre autres d'encadrer la section défense ou le service en l'absence du chef de service. C'est beaucoup de responsabilités déjà. Alors oui, effectivement, mais si je peux me concentrer sur deux aspects. Le premier, c'est que quand vous assurez comme ça une intérim, vous avez un corps préfectoral qui est en base arrière. Vous avez un directeur de cabinet et puis vous avez un préfet. Donc vous faites partie d'une équipe, vous n'êtes pas sans filet, si je puis dire. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'au-delà des aspects des paramètres défense, de la matière défense, qui était très intéressant sur ce premier poste, c'est le fait de faire mes premières armes sur la gestion de crise. Puisque le Var est un département où il y a énormément de crises, tant d'un point de vue accident naturel, météo, qu'industriel. Vous avez un port militaire, une dimension nucléaire, et puis vous avez bien sûr tout ce qui a trait, comme je vous le disais, aux crises météorologiques, donc feux de forêt, inondations. Donc c'est vraiment là où je fais mes premiers pas en matière de coordination et de gestion de crise. Alors, à cette période, vous vivez un certain nombre de moments forts, et entre autres une campagne de vaccination contre la grippe A H1N1. Oui.
Si vous pouvez nous détailler un petit peu ça. Alors effectivement, cette crise peut faire écho à celle qu'on a connue encore dernièrement. Ouais. Cette crise H1N1 était un moment très fort pour la puissance publique parce qu'il fallait organiser des campagnes de distribution de vaccins partout en France. Oui. Et j'ai, avec mon équipe, la lourde charge de monter la logistique, un peu à l'image des centres de vaccination que nous monterons plus d'une décennie plus tard. D'accord, donc ça a été une période assez dense, oui, dense. Effectivement, et très, très instructive d'un point de vue gestion de crise, effectivement. Ça, c'était en 2009. 2 années plus tôt, vous avez dû gérer une opération d'évacuation de plusieurs milliers de personnes parce qu'il fallait détruire une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Il en reste beaucoup, mais ça, c'est une expérience originale. On peut le dire, une expérience originale, puisque c'était une bombe qui avait été découverte sur le chantier d'une crèche. Ah, en plus au sein d'un établissement hospitalier militaire à Toulon. Et donc, le fait est qu'il a fallu mettre en place un périmètre de sécurité très important et procéder de manière programmée à l'évacuation de plusieurs milliers de personnes. Donc, une opération coûts humains, chirurgicale, pour permettre un dispositif de sécurité civile d'ampleur. Très technique, réglé de façon militaire, mais avec beaucoup de liens humains avec la population, j'imagine. Tout à fait. Il fallait prendre en charge les populations vulnérables. Vous pouvez avoir des personnes très âgées qui ne peuvent pas quitter leur domicile du jour au lendemain. Donc tout ça se programme, notamment en lien avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, le tissu associatif, les associations agréées de sécurité civile. Donc c'est tout ce continuum que vous mettez en place dans le cadre de la gestion de crise qui permet de réussir ce type d'opération. C'est intéressant de voir aussi le continuum sous cet angle-là. En janvier 2010, au cabinet du préfet, vous êtes chef du bureau de la préparation et de la gestion des crises, toujours dans le Var. Vous avez l'animation de ce fameux dispositif Orsec. Oui, l'organisation de la réponse de sécurité civile, on y vient. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est la protection des populations au sens large. Dans le langage commun, on connaît surtout la sécurité publique. Mais la sécurité civile est une dimension forte, également animée par les pouvoirs publics. Et dans le cadre de ce poste, j'ai à gérer toute la planification de secours en lien avec le SDIS, donc les sapeurs-pompiers, en lien avec la police, la gendarmerie et, comme je vous l'indiquais, les associations qui sont une force vive en territoire, les associations agréées de sécurité civile, souvent de bénévoles, type Croix-Rouge, Fédération française de secourisme, et j'en passe, parce qu'il y en a une multitude, mais cet acteur-là est un acteur incontournable en département pour traiter de la crise. Vous avez bien raison de le souligner, parce que parfois on les oublie, et ce sont des acteurs importants. Parmi les moments forts vécus à cette période-là, ce sont des inondations très importantes dans le département. Oui, alors à plusieurs reprises, mais je citerai un exemple que tout le monde aura reconnu ou aura en mémoire. Ce sont les inondations de Draguignan en juin 2010, qui ont été épouvantables, qui ont été d'une intensité effroyable et qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, et puis avec des disparus, bien sûr, derrière, comme souvent dans ce genre de situation, dans ce genre de drame. Donc une cellule de crise qui nous a occupés pendant plusieurs jours, jour et nuit même, et qui a nécessité une mobilisation extraordinaire, notamment en lien avec la préfecture maritime, puisqu'on est dans le Var, on a un préfet de département et un préfet maritime, puisqu'on a une base militaire à Toulon. Et donc c'est vraiment la conjonction de ces deux forces, si je puis dire, qui a permis véritablement de déployer un niveau de secours assez hors du commun. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a plus marqué qu'un autre, justement, dans cette gestion de crise ? Dans le cadre de cette crise, précisément, si je devais citer un moment, mais vous vous en doutez, il y en a plein, c'est le moment où on perd la communication avec le centre de traitement des appels des pompiers. C'est-à-dire que les pompiers eux-mêmes sont sous l'eau, et quand vous perdez le cœur du réacteur, le lien avec le secours, là, vous vous retrouvez en grande difficulté. Fort heureusement, la résilience et l'agilité du commandant des opérations de secours, du directeur des opérations de secours, ont fait qu'on a réussi à projeter un dispositif déporté dans des délais incroyables, ce qui nous a permis de traiter avec efficacité autant que possible cette crise qui reste un souvenir très, très particulier. En avril 2012, pendant quasiment 2 ans, vous êtes chef du service de l'immigration, toujours dans le Var, avec comme mission la sécurisation d'une activité représentant en moyenne 30 000 usagers
reçus en préfecture par an. Si on peut rentrer un petit peu dans le détail pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Alors pourquoi ce pas de côté d'abord l'immigration par rapport à la gestion de crise, on peut se demander qu'est-ce qu'elle a voulu en faire. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'intellectuellement, il y avait un gros défi dans le cadre de cette prise de poste, parce qu'il fallait mettre en place la biométrie. Donc il s'agissait de revoir tout le système de guichet, toute l'organisation finalement du service de l'immigration de la préfecture du Var pour permettre l'intégration de ce nouveau système qui s'appelait AGDREF Bio. Depuis, ça a encore évolué, vous vous en doutez. Et donc c'était ce défi, cette aventure qui a guidé mon choix. Motivé, Voilà, tout à fait. Et derrière, une dimension juridique qui correspondait aussi à mon parcours, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fait un parcours en droit public avant de passer mes différents concours. Alors, sur cette sécurisation d'activité, c'est ça dont il s'agit ? Il s'agit effectivement de cela. Il s'agit de pouvoir prendre les empreintes avec fiabilité des personnes qui viennent déposer des demandes de titre de séjour et d'assurer une traçabilité du parcours de demandeur de titre. Donc on aborde tout à fait le sujet des nouvelles technologies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'on prend une belle orientation justement pour épauler les services publics à ce niveau-là ? Au niveau des nouvelles technologies, des politiques publiques, vous dites ? De toute manière, c'est incontournable. Qui aujourd'hui peut faire l'impasse sur l'implémentation des nouvelles technologies ? Le ministère dispose de services variés et très nombreux en la matière, que ce soit l'ANSSI, que ce soit Viginum, je vais pas tous les citer, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a une vraie expertise en la matière pour permettre cet accompagnement qui est de toute manière incontournable. En septembre 2014, vous êtes adjointe au chef de l'état-major interministériel de zone au Haut-Commissariat pour les réfugiés en Nouvelle-Calédonie. Alors, pas pour les réfugiés, pour la République. Ah pardon, pour la République, en Nouvelle-Calédonie en tout cas. Donc là, on quitte complètement l'Hexagone. C'est très très loin, on l'a vu récemment dans l'actualité, plus 24 heures de vol. À peu près, oui. À peu près. Pourquoi ? C'est vous qui avez souhaité finalement cette mutation de Nouvelle-Calédonie ? C'est un choix délibéré en famille. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie ? Parce que c'était un endroit qui m'intéressait et qui m'attirait particulièrement en termes de culture, de vivre ensemble, et que de surcroît, il y avait un poste disponible, qui était disponible à la candidature, qui correspondait à mes appétences et à mon profil. On en parle beaucoup dans l'actualité avec la crise actuelle en Nouvelle-Calédonie. C'est quoi votre ressenti personnel, justement, par rapport à ce qui se passe actuellement, mais aussi par rapport à votre vécu sur place ? À titre personnel, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vécu 3 ans et demi là-bas, en famille, comme je vous l'indiquais. J'y ai vécu des expériences très fortes. J'y ai rencontré des gens tout à fait formidable. Je ne regrette en rien mon expérience calédonienne et si l'opportunité m'était donnée, j'y retournerais dès demain. Maintenant, en termes de situation actuelle, je suis, comme beaucoup de personnes en métropole qui connaissent et qui aiment la Calédonie, particulièrement peinée par cette situation qui, j'espère, va se résorber, se résoudre au plus vite. Oui, tout à fait. Quelles étaient vos missions à ce moment-là, là-bas ? Alors c'est toujours la même colonne vertébrale, la gestion de crise, la coordination des acteurs. Donc j'ai commencé par un poste en état-major interministériel de zone. Donc là on est sur beaucoup d'aides au bénéfice des États du Pacifique. Vous avez notamment le Vanuatu à côté qui connaît régulièrement des événements d'ordre météorologique. Donc là, il faut pouvoir assurer la continuité de l'aide humanitaire. Donc il y a toute une logistique à opérer. Justement, je fais un petit arrêt là-dessus parce que là on est justement en 2015 avec ce cyclone qu'on appelle PAM. Oui, tout à fait. Qui est un cyclone terrible qui ravage toute la région. Et donc, vous parlez du Vanuatu, il y a une aide apportée justement. Comment ça se met en place, tout ça ? Comment vous vivez l'intérieur de ce cyclone ? Alors, effectivement, nous, depuis la Nouméa, l'objectif, c'est véritablement, là encore, un peu comme en métropole, d'assurer un continuum. Assurer un continuum avec des acteurs locaux très spécifiques. Vous avez notamment les FANC, on les appelle les FANC en Nouvelle-Calédonie. Ce sont les forces armées de Nouvelle-Calédonie qui déploient une logistique très impressionnante et qui permettent, via notamment des vecteurs aériens et des vecteurs maritimes, d'assurer cette continuité au bénéfice des États du Pacifique.
Et puis en Nouvelle-Calédonie, quand vous êtes représentant de l'État sur le territoire, vous avez aussi la charge de discuter avec des puissances voisines, et notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et tous ces États se parlent pour servir le secours, enfin pour permettre le secours au bénéfice de ces territoires sinistrés. Une chaîne de solidarité. Tout à fait. Qui se crée. C'est un espèce de continuum interpays. Voilà, c'est l'état d'esprit que j'ai connu en Nouvelle-Calédonie, et le souvenir que j'ai envie d'en garder, oui. Une très belle expérience, donc, on l'a compris. En décembre 2016 jusqu'en août 2017, vous êtes adjointe au directeur de cabinet, chef des bureaux du cabinet au HCR en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est mon second poste en Nouvelle-Calédonie. Donc là, je suis plus sur des thématiques de sécurité publique, d'ordre public. Donc je change un peu de champ, mais toujours auprès du haut-commissaire et du directeur de cabinet, donc des autorités préfectorales. On appelle le préfet en Nouvelle-Calédonie un haut-commissaire de la République, mais c'est un préfet. Donc toujours cette même dimension et la nécessité d'assurer cette présence de la France au sein du Pacifique, et notamment de représenter la souveraineté dans des enjeux divers tels que le secteur maritime. On a un secteur maritime qui est très important là-bas et qui mérite une présence française. Est-ce que, en termes de sécurité, la Nouvelle-Calédonie a une typicité différente par rapport à l'Hexagone ? C'est-à-dire ? Est-ce que les gestions des dossiers de sécurité sont différents de ceux qu'on peut trouver dans l'Hexagone parce qu'il y a une typicité liée à la Nouvelle-Calédonie ? Alors, je vous ferai une réponse assez pragmatique. Quel que soit le territoire dans lequel j'ai été en poste, j'ai connu une spécificité ou une typicité. Quand j'étais en poste en milieu rural ou en outre-mer ou en milieu très urbain, le fait est que chaque territoire avait ses spécificités. D'accord. Et celle de la Nouvelle-Calédonie, on pourrait dire ? Pas plus qu'ailleurs, des spécificités dues à une identité culturelle, voilà, des traditions, mais pas différentes d'un autre territoire. En août 2017, retour dans l'Hexagone avec un nouveau poste, sous-préfète de l'arrondissement de Castelsarrasin. Dans le Tarn-et-Garonne, oui, effectivement. Donc en fait, entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, je passe un concours, je passe le tour extérieur des sous-préfets, donc qui me permet de changer de grade et d'accéder à des... Ce tour extérieur, c'est une voie interne au ministère de l'Intérieur qui permet à des cadres de devenir sous-préfet. Donc c'est la voie que je choisis, et donc après mon jury à Paris, pour lequel je prends l'avion, j'intègre le corps des sous-préfets. Et je prends en août 2017 donc mon premier poste de sous-préfet dans un département qui est le Tarn-et-Garonne, et je suis sous-préfète d'arrondissement. Vous avez choisi ce département ? Alors, on ne choisit pas vraiment. On a un échange avec notre ministère, en l'espèce le ministère de l'Intérieur. Et puis, en fonction du profil du candidat, de ses appétences, un petit peu de son parcours de carrière, on le propose un volant de poste. Et des disponibilités en fonction... Voilà, tout à fait. D'accord. Là, justement, qu'est-ce que vous avez comme... nouvelles expériences, nouvelles missions? Alors là, j'allais dire que je change un peu de métier. Si je devais vous donner quelques éléments d'ambiance, je dirais qu'on est plus sur un rapport au territoire, en termes d'économie, d'attractivité du territoire. On aide les différentes autorités consulaires, on aide les élus à monter les dossiers pour les accompagner au mieux. Moi, j'étais dans un arrondissement semi-rural, donc vous imaginez les problématiques qui peuvent se poser en termes de présence du corps médical, d'écoles, de maintien des services publics en zone reculée. Donc là, ce sont mes vrais dossiers du quotidien qui me permettent d'être en contact direct avec les élus et avec les habitants de l'arrondissement. Donc vous continuez à être beaucoup sur le terrain? Toujours sur le terrain, mais avec une coloration un peu différente pour le coup. D'accord. Vous vivez la crise des agriculteurs à ce moment-là? Tout à fait. Pour rappeler un petit peu quelle crise c'était Alors, il y a eu plusieurs crises avec les agriculteurs, dont certaines ont conduit à d'autres mouvements. Mais en l'espèce, c'était... 2018, là, c'est une crise qui a trait à une indemnité qui n'était plus versée à certains agriculteurs
dans le cadre d'une réforme européenne. D'accord. Et donc qui venait leur manquer dans leurs revenus. Donc une montée de la colère, ouais. qui nécessitait une écoute particulière. Le Tarn-et-Garonne est un département assez arboricole, où il y a quand même beaucoup de main-d'œuvre qui vient de partout en France et d'Europe. Donc un marché qui est très souvent en tension. D'accord. Donc là, le travail, quelque part, c'est d'essayer de communiquer beaucoup pour essayer de calmer cette colère. Alors, au-delà de communiquer, je dirais, le travail, c'est surtout de trouver des solutions concrètes et opérationnelles pour leur permettre de maintenir leur activité et leur identité, donc en lien avec des services experts tels que la direction du travail ou d'autres, pour véritablement aller vers des solutions de sauvegarde de l'emploi. Oui, tout à fait. Et ça a été une mission accomplie ? Ça a été une mission accomplie, mais je dirais que dans ce genre de dossier, il faut toujours remettre l'ouvrage parce qu'effectivement, il y a toujours de nouveaux défis, de nouvelles concurrences, de nouvelles normes, et le marché est tellement globalisé que de toute manière, le sujet n'est jamais définitivement réglé. C'est vrai, et on le voit tous les jours. En 2019, vous changez de département, vous passez à la préfecture de la Loire comme directrice de cabinet. Là aussi, ça se fait comment, ce changement de département ? Alors la Loire, Saint-Étienne, pour le coup, je reviens à mes premiers amours, si je puis dire, donc la sécurité et la gestion de crise. Oui. Parce que quand vous êtes directeur ou directrice de cabinet, vous avez des missions de sécurité et d'ordre public auprès d'un préfet ou d'une préfète, ce qui était mon cas à Saint-Étienne. Donc, après avoir fait mon temps, globalement, un sous-préfet fait entre 2 et 3 ans sur un poste. Donc, après avoir fait mon temps dans le Tarn-et-Garonne, j'ai changé à regret quand même, parce que vous vous attachez au territoire, j'ai changé pour devenir donc directrice de cabinet du préfet de la Loire. Et alors, comme moment fort, entre autres, la gestion de matchs de foot à risque à Geoffroy Guichard. Ah oui, le stade Le Chaudron a été mon QG pendant quelques week-ends répétés, oui. Alors, l'émission, parce qu'on connaît, c'est l'un des 2 meilleurs publics de France, pour Stéphanois, je ne vais pas dire le contraire. Justement, le travail sur le terrain, là, comment ça se passe ? Parce que ça peut être chaud parfois. Avant le travail sur le terrain, il y a tout le travail de discussion en amont avec les clubs, le club et les supporters. Avec la SSE, avec les supporters, avec les services de police, avec l'ensemble des acteurs qui ont un intérêt à la discussion. Et le jour J, effectivement, le jour du match, c'est tout un dispositif de coordination directement dans le Chaudron, avec tous ces services représentés, donc la préfecture, donc Saint-Étienne, et puis la police municipale, la direction de la sécurité publique, le club, toutes ces personnes travaillent en confiance ensemble et monitorent le match à chaque instant. Et en amont, avant l'arrivée des équipes, bien entendu, il y a le suivi des bus, il y a le cortège, les convois, tous ces aspects très concrets. Et le travail avec la sécurité privée qui est présente dans les stades, entre autres à Geoffroy Guichard. Incontournable, oui. Cette sécurité privée qui est notre interlocuteur sur le terrain et qui gère de main de maître les entrées, les fouilles, avec la connaissance des spécificités, les horaires un peu à risque, les pointes en termes d'arrivée, et puis les sorties de match, en fonction du résultat sportif qui peut se passer. Bien évidemment. Qui peuvent se passer plus ou moins bien. On sait que l'équipe de Saint-Étienne a parfois été privée de supporters. C'est à arrivé. Cause de supporters trop virulents. C'est arrivé. En août 2021, vous devenez chef du département crise et sécurité, justement, au aéroport de Paris. Donc, quelque part, vous passez, pas quelque part complètement, même du public au privé. Comment s'est fait ce choix ? Quitter la fonction publique qui vous est chère ? Alors, je n'ai pas quitté la fonction publique, j'ai simplement fait un pas de côté, pas de côté d'autant plus aisé que le poste m'a été proposé par mon ministère. Donc le ministère de l'Intérieur proposait ce poste à la vacance et je remplaçais moi-même un sous-préfet qui regagnait le corps des sous-préfets. Donc vous êtes en situation de détachement, ce qu'on appelle. Je suis en situation de détachement, tout à fait. Et j'y allais d'autant plus enchantée que j'allais dans un groupe qui a une interface permanente avec les services compétents de l'État. Et donc, pour moi, le lien était assez cohérent et assez naturel. Alors, ADP, le grand public pense que c'est Roissy, Orly, mais en fait, c'est une trentaine d'autres aéroports dans le monde, quand même.
L'ADN du groupe, Ouais. c'est l'international, Ouais. au-delà des 3 aéroports parisiens que l'on peut citer. Vous avez cité Charles de Gaulle, Ouais. Orly, et puis il y a l'aéroport du Bourget aussi. Ouais, ouais. Vous avez aussi une dizaine d'aérodromes d'aviation générale sur la plaque parisienne. Et puis, comme vous l'avez dit, nous sommes présents dans beaucoup d'autres pays d'Asie. On est présent en Jordanie. Ouais. On a 2 filiales, très bien implantées. Ouais, Une ouais. filiale turque et une filiale indienne, Ok. TAV Airport et GMR Airport, qui sont des partenaires du quotidien du groupe ADP. Ce qui vous fait que vous voyagez beaucoup? Alors moi, personnellement, pas tous les jours. D'accord. Mais ça m'est arrivé Ouais. pour notamment échanger avec mes collègues, mes homologues indiens, turcs. Nous partageons tous des standards opérationnels, y compris sur la gestion de crise. Donc nécessairement, on est amené à se voir de manière régulière. Le continuum de sécurité prend tout son sens finalement dans un aéroport, puisque je crois qu'ils travaillent ensemble, les agents de sécurité, les douanes, la police, la gendarmerie, les renseignements, les pompiers, les militaires, les sentinelles et la sécurité privée. C'est une grande famille. Ouais. C'est une grande famille et toutes les personnes que vous avez citées sont au quotidien en contact et vivent les crises ensemble. De manière très resserrée. En fin de compte, un aéroport, c'est une ville dans la ville. C'est un écosystème à part entière. Donc effectivement, toutes ces personnes travaillent en confiance et quand il y a une crise, savent exactement comment s'appréhender l'un l'autre, se connaissent déjà puisque c'est un maillage du quotidien. Plus il y a d'entités de sécurité, c'est peut-être plus difficile de travailler, plus elles sont nombreuses, non? Alors j'allais dire qu'on a une chance en plus en aéroport, c'est qu'on a un préfet délégué aux aéroports. Donc Oui. c'est vraiment cette autorité qui fait le lien, le trait d'union entre les différentes forces que vous avez citées. Et puis au sein du groupe Aéroports de Paris, on a une grande famille opérationnelle. C'est vraiment dans l'ADN du groupe, là aussi, que d'avoir, on a plus de 4000 agents de sécurité, on a des équipes cynotechniques qui sont là en permanence, on a des agents de sûreté aussi aéroportuaires, on a une multitude d'acteurs, des pompiers d'aérodrome, des services médicaux d'urgence. Beaucoup de gens ignorent qu'en aéroport, on a implanté comme des hôpitaux avec des médecins, des infirmiers, des ambulanciers directement à poste au sein de nos aéroports. Donc toutes ces personnes en fait collaborent et c'est maintenant quelque chose de très bien huilé et très bien orchestré. Les Jeux Olympiques, est-ce que ça complexifie votre job avec toutes les arrivées attendues et départs ensuite? Pardon, j'ai envie de dire, pour quel acteur les Jeux Olympiques ne sont pas un défi? Ouais. Effectivement, nous travaillons à un ajustement des procédures, des plans de continuité d'activité par rapport à différents risques. Nous avons la chance d'avoir une cartographie des risques Jeux Olympiques qui a été là aussi analysée de manière très fine pour permettre justement d'avoir la bonne réponse en regard. Et puis, avec la préfecture déléguée aux aéroports, nous avons un interlocuteur de l'État qui nous permet véritablement de pouvoir apporter des réponses complémentaires dans le cadre des Jeux à venir. Quel est votre rêve après avoir assumé cette mission à l'aéroport de Paris? Qu'est-ce que vous aimeriez faire finalement, idéalement, ensuite? Continuer à servir l'intérêt général, quoi qu'il en soit, c'est aussi une part de ce que fait aujourd'hui le groupe ADP, même si on n'est pas dans une préfecture ou au ministère de l'Intérieur, comme j'ai pu le faire sur mes postes précédents. Je reste avec cette dimension de servir l'intérêt général, et c'est ce qu'on fera aussi pendant les JO, puisqu'on va accueillir l'essentiel des délégations. On sera la vitrine de la France, le premier pied-à-terre de l'essentiel des athlètes. Donc c'est toujours cette envie de rendre service et cette envie d'être dans la satisfaction de l'intérêt général qui guide mon action et mes choix. Pour terminer, en hommage à Bernard Pivot, qui vient de nous quitter, qui avait l'art de l'interview, je vous propose son questionnaire, parfois un petit peu remanié à ma sauce. Votre mot préféré? Ambivalence. Votre chanson préférée? J'en ai énormément, mais si je dois en citer une, je dirais la Marseillaise. Votre drogue favorite? Le rire. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? J'en ai quelques-uns aussi, mais je dirais la vache. La vache? Ah, la Très bien vache. ça. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Robert Badinter. Votre chanteur, chanteuse ou groupe de musique préféré? Charles Aznavour. Le métier que vous auriez détesté faire? Chauffeur routier, parce que j'ai pas une conduite
Très, très bonne. Le film dans lequel vous auriez aimé jouer? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Si Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez, après votre mort, l'entendre vous dire? Tu t'es bien débrouillé, tu peux y retourner. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.